Avez-vous déjà cherché vos clés partout alors qu'elles étaient juste là, dans votre main, ou essayé désespérément de retrouver le nom d'un acteur que vous adorez? C'est un classique, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment précis qu'une pensée inquiétante surgit. Et si c'était le début de quelque chose de grave? Est-ce la démence? Stop, respirez un bon coup. Dans 99% des cas, ce n'est pas ça. Mais où se situe la fameuse limite entre les oublis liés à l'âge, qui sont tout à fait normaux, et les premiers signaux qui doivent vraiment nous alerter? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer tout cela. Nous allons comparer en détail l'évolution naturelle du vieillissement et les vrais signes de démence, afin que vous sachiez exactement quand vous ne devez pas vous inquiéter et quand il est nécessaire de consulter un spécialiste. Je vous promets qu'après avoir regardé ce contenu, vous aurez beaucoup plus de clarté et beaucoup moins d'anxiété. Reconnaissons-le, le sujet du vieillissement et de la démence est entouré d'une quantité impressionnante de peurs et de mythes. Nous vivons plus longtemps et c'est une excellente nouvelle. Mais cette longévité s'accompagne d'une inquiétude légitime sur la qualité de cette vie et notamment sur le maintien de nos facultés mentales. Les notions de vieillesse et de démence sont souvent amalgamées, ce qui crée une panique inutile. Les gens redoutent le moindre oubli, y voyant le signe avant-coureur d'un diagnostic terrible. Notre objectif aujourd'hui est simple, nous armer de connaissances. Comprendre la différence claire entre ces deux états n'est pas qu'une simple information. C'est la clé de la sérénité, d'une bonne prise en charge de nos proches et d'une consultation rapide si cela s'avère réellement nécessaire. Levons ensemble le voile d'incertitude qui entoure ce sujet capital. Alors, commençons par ce qui nous inquiète le plus souvent, notre mémoire. Qu'est-ce qui est considéré comme normal quand le cerveau prend de l'âge? Imaginez que vous croisiez dans la rue une vieille connaissance. Vous savez pertinemment qui est cette personne, vous vous souvenez des circonstances de votre rencontre, mais son nom vous reste sur le bout de la langue, impossible de le retrouver. Vous ressentez une légère irritation, mais quelques heures plus tard, alors que vous êtes tranquillement en train de boire votre thé à la maison, le nom vous revient soudainement. Ou cet autre exemple classique, vous entrez dans une pièce et pendant une seconde vous oubliez complètement la raison de votre venue. Et puis ça revient. Ah mais oui, je voulais mes lunettes. Voilà ce que l'on appelle les oublis typiques liés à l'âge. Ils concernent des détails, jamais le fond ou la substance des événements. C'est comme si votre cerveau perdait momentanément l'accès à un fichier, mais le fichier, lui, est toujours bien là. Ces petits incidents peuvent se produire plus fréquemment avec le temps, car notre vitesse de traitement de l'information ralentit un peu. Cela peut être parfois gênant, certes, mais cela ne vous empêche absolument pas de vivre pleinement votre vie, de travailler, de communiquer et d'être autonome. C'est un processus tout à fait normal. Pensez à un vieil ordinateur qui met un peu plus de temps à charger ses programmes. Il fonctionne toujours parfaitement, il est juste un peu moins rapide qu'un appareil flambant neuf. Abordons maintenant cette même question de la mémoire, mais sous l'angle de la démence. Ici, le tableau est radicalement différent. Il ne s'agit plus d'une simple perte d'accès temporaire à l'information, mais plutôt de l'effacement pur et simple de cette information elle-même. Une personne au premier stade de la démence peut complètement oublier une conversation récente qui a eu lieu il y a seulement 10 minutes. Elle va poser la même question à maintes reprises, sans se souvenir sincèrement qu'elle a déjà reçu une réponse. Elle peut oublier des événements importants, comme une visite récente de ses petits-enfants, et aucune aide ou indice ne pourra l'aider à s'en souvenir. Si l'oubli normal, c'est simplement perdre ses clés, la démence, c'est quand vous retrouvez ces clés, mais que vous êtes incapable de vous souvenir à quoi elles servent. Le problème ne touche pas seulement des détails isolés, mais des pans entiers de l'expérience récente. Ce n'est plus juste un processeur un peu lent, c'est un dommage sur le disque dur, là où l'information est censée être stockée. Ces lacunes de mémoire commencent à affecter sérieusement le quotidien, entraînant une grande confusion et une dépendance vis-à-vis d'autrui. C'est cette différence de nature, oublier un détail ou oublier un événement dans son intégralité, qui est le marqueur essentiel auquel il faut prêter attention. Passons maintenant à la prise de décision. Avec l'âge, ça nous arrive à tous de faire des choix qui ne sont pas toujours judicieux, de temps en temps.
Par exemple, se laisser tenter par une promotion et acheter un objet dont on n'aura finalement jamais l'utilité, ou alors prendre la route la plus encombrée en pleine heure de pointe. Mais c'est tout à fait normal. On analyse la situation, même si l'analyse n'est pas toujours parfaite, et on prend une décision basée sur notre expérience et, il faut bien le dire, notre humeur du moment. Les erreurs de jugement font partie de la nature humaine, quel que soit l'âge. Une personne plus âgée peut devenir plus prudente dans ses finances ou au contraire, parfois un peu plus naïve. Mais elle comprend toujours très bien la valeur de l'argent, la notion de prix et les conséquences de ses actes. Il n'est d'ailleurs pas rare de demander conseil à ses enfants ou à des amis avant un achat important. L'essentiel, c'est que la capacité à raisonner, à peser le pour et le contre, même avec quelques petites particularités liées à l'âge, reste globalement intacte. Une seule ou même quelques mauvaises décisions d'achat ne sont absolument pas un sujet d'inquiétude. C'est simplement la vie, ce n'est pas un symptôme de maladie. Dans le cas de la démence, on ne parle plus de simples erreurs, mais d'une altération systématique du jugement et de l'esprit critique. La personne commence alors à prendre une succession de décisions erronées, parfois même dangereuses. Ceci se manifeste souvent dans la sphère financière. Par exemple, la personne pourrait donner toutes ses économies à des escrocs parce que leur récit lui a paru crédible, ou se mettre à dépenser des sommes faramineuses pour des objets totalement inutiles. Un autre aspect concerne l'hygiène personnelle et l'apparence. La personne peut négliger de se laver, porter des vêtements sales ou s'habiller de manière totalement inappropriée pour la météo, comme enfiler un manteau d'hiver en pleine canicule estivale. Il ne s'agit pas de paresse, en réalité, la personne ne perçoit sincèrement pas le problème. L'esprit critique, cette petite voix qui nous dit « attention, quelque chose cloche », se désactive progressivement. Cette perte le rend extrêmement vulnérable et incapable d'évaluer les risques de manière adéquate, nécessitant impérativement l'attention et l'intervention de ses proches. Commençons par parler du langage. Qui d'entre nous n'a jamais connu ce fameux état où l'on dit que le mot est sur le bout de la langue? C'est quand vous essayez de raconter une histoire et que vous n'arrivez absolument pas à trouver le terme exact. Vous savez parfaitement ce que vous voulez exprimer, vous pouvez même le décrire, mais le mot lui-même vous échappe. C'est une expérience tout à fait normale, directement liée au fonctionnement de notre mémoire et à la vitesse d'accès à notre stock lexical. Il est vrai qu'avec l'âge, ces petites pauses peuvent survenir un peu plus souvent. Cela peut être dû à la fatigue, au stress, ou simplement à un léger ralentissement naturel de nos processus cognitifs. Mais le point important, c'est que vous ne perdez jamais le fil de la conversation. Vous trouvez un synonyme, vous reformulez la phrase et la communication se poursuit. Votre capacité à construire des phrases grammaticalement correctes et à exprimer des pensées complexes ne disparaît absolument pas. Il s'agit simplement d'un petit accroc, d'une petite hésitation qui n'entrave en rien la clarté globale de votre discours pour votre interlocuteur. Chez les personnes atteintes de démence, les troubles du langage, que l'on appelle aphasie, revêtent une nature bien particulière. Il ne s'agit pas simplement d'une difficulté à trouver ses mots. La personne peut s'arrêter net au milieu d'une phrase, ayant oublié le fil de sa pensée. Elle peut aussi commencer à utiliser des mots inappropriés, substituant une notion par une autre, rendant son discours décousu et difficile à suivre. Par exemple, au lieu de dire « montre », elle pourrait dire « l'appareil qui mesure le temps qu'on porte au poignet ». Progressivement, le vocabulaire s'appauvrit et les phrases deviennent de plus en plus simples et courtes. Il devient difficile pour la personne non seulement de s'exprimer, mais aussi de comprendre ce qu'on lui dit, surtout si la conversation est rapide ou complexe. Elle peut alors demander de répéter ou paraître désorientée, même si son audition est intacte. Le problème réside dans le centre de traitement du langage du cerveau. Il ne s'agit plus d'un simple bégaiement ou d'un moment d'hésitation, mais bien d'un trouble systémique de la fonction linguistique qui entrave sérieusement toute communication. Passons à une autre situation bien classique, chercher ses affaires. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas, d'oublier de temps en temps où l'on a bien pu poser ses lunettes, la télécommande de la télévision ou ses clés. Dans le feu de l'action ou la précipitation quotidienne,
On agit souvent par automatisme sans vraiment fixer notre attention sur nos gestes. Mais l'important, c'est que lorsque l'on se met à la recherche, on arrive à retracer mentalement nos derniers mouvements. On se dit « alors, je suis rentré, j'ai posé le sac là, donc les clés devraient être dans les parages ». Ce processus de recherche logique, même s'il n'aboutit pas toujours immédiatement, est le véritable signe que le cerveau fonctionne bien. Vous savez à quoi sert l'objet et surtout, vous êtes capable de déterminer où il est censé se trouver. Et hop, on retrouve finalement les clés dans la poche de son manteau ou sur la table de la cuisine. Bien sûr, cela peut être agaçant, mais attention, ce n'est absolument pas un signe de déclin cognitif sérieux. C'est simplement de la distraction humaine, une forme de tête en l'air qui, avouons-le, a tendance à s'accentuer légèrement avec l'âge ou lorsque l'on est fatigué. Dans le contexte de la démence, la manière dont se manifeste la difficulté à retrouver ces objets se présente sous un jour très différent. Premièrement, la personne ne pose pas simplement l'objet au mauvais endroit, mais elle le place dans un lieu totalement illogique et bizarre. Par exemple, elle peut ranger son portefeuille dans le réfrigérateur ou mettre une assiette sale dans l'armoire à vêtements. Deuxièmement, et c'est le point crucial, le malade n'a absolument aucun souvenir de la façon dont cet objet est arrivé là. Il lui est totalement impossible de remonter le fil de ses actions pour se souvenir de ce qu'il a fait. Non seulement il cherche l'objet, mais il peut aussi aller jusqu'à accuser son entourage de l'avoir volé. Dans sa perception de la réalité, il est certain de ne pas avoir fait une telle chose. Il est sincèrement convaincu que quelqu'un d'autre a caché ses lunettes ou sa télécommande. Ce symptôme révèle une atteinte grave non seulement de la mémoire, mais également du raisonnement logique. Ce n'est pas de la simple distraction ou de la tête en l'air, c'est une véritable désorganisation des processus cognitifs, où les liens habituels entre les objets et leur emplacement sont complètement détruits. L'orientation dans le temps. Ça vous est déjà arrivé de vous réveiller le matin et de vous demander pendant quelques secondes « Attendez, c'est mercredi ou c'est jeudi aujourd'hui ?» Ou bien, quand vous êtes en vacances, de complètement perdre le fil des jours. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Notre calendrier intérieur est étroitement lié à la routine, et dès qu'elle est perturbée, on peut se sentir un peu déboussolé le temps de se réajuster. Mais généralement, il suffit de jeter un œil au calendrier, de regarder l'heure sur son téléphone, ou simplement de réfléchir un instant pour se resituer. Une personne plus âgée peut occasionnellement mélanger les dates, surtout si elle est à la retraite, et que ses journées ne sont plus aussi strictement structurées qu'avant. Elle sait toujours en revanche quel mois on est, l'année ou la saison. Elle garde ses gros repères temporels et peut facilement retrouver la date exacte grâce à des indices extérieurs. Cette légère confusion passagère n'a aucune incidence sur sa capacité à planifier des activités, à être à l'heure à ses rendez-vous ou à prendre ses médicaments comme il faut. La désorientation dans le temps et l'espace chez une personne atteinte de démence est un problème beaucoup plus profond qu'un simple oubli. La personne peut se perdre non seulement dans les jours de la semaine, mais aussi dans les mois, les saisons, voire des années entières. Elle peut être convaincue que nous sommes en 1985 et s'étonner sincèrement de voir son reflet dans le miroir. Cette confusion temporelle s'accompagne très souvent d'une perte de repères spatiaux. La personne peut se perdre dans la rue voisine, même si elle l'a empruntée toute sa vie. Il suffit qu'elle sorte faire une petite course pour être incapable de retrouver le chemin de la maison. Dans les cas les plus graves, elle peut même ne plus reconnaître son propre appartement, le percevant comme un lieu étranger et inconnu. C'est un état de confusion et d'égarement permanent. La personne n'a pas seulement oublié la route, elle a perdu sa carte mentale et son compas interne. C'est l'un des symptômes les plus alarmants, car il menace directement la sécurité de l'individu et exige de ce fait une surveillance constante. Abordons maintenant la question des tâches plus complexes. Il faut dire que, oui, avec l'âge, apprendre de nouvelles choses devient un peu plus ardu. C'est un constat. Pour nous, seniors, il nous faut souvent plus de temps et d'énergie pour maîtriser un nouveau smartphone, décrypter les réglages d'une télévision moderne ou même apprendre à utiliser les services de banque en ligne. C'est pourquoi on n'hésite pas à demander de l'aide
annoter les instructions étape par étape, et il n'y a absolument aucune honte à cela. Notre cerveau perd un peu de sa souplesse avec le temps, et la création de nouvelles connexions neuronales mobilise tout simplement plus de ressources. Il peut également devenir plus délicat de faire du multitâche. Par exemple, cuisiner tout en ayant une conversation téléphonique. Le besoin de se concentrer sur une seule chose à la fois est une évolution cognitive tout à fait normale en vieillissant. Toutefois, si les instructions données sont claires et structurées, la personne âgée reste parfaitement capable d'intégrer une nouvelle tâche. L'essentiel, c'est que notre faculté d'apprentissage et notre capacité à suivre une séquence d'actions restent intactes. Ce qui est frappant avec la démence, c'est que les difficultés n'apparaissent pas tant avec les tâches nouvelles, mais plutôt avec les gestes familiers, habituels, ceux que l'on a exécutés sur pilote automatique pendant des décennies. Prenez l'exemple d'une dame qui toute sa vie a préparé de délicieux gâteaux. Soudain, elle commence à confondre les ingrédients, oublie la séquence des étapes, ou est incapable de se remémorer la recette. Ou encore cet homme qui a toujours fait le petit bricolage à la maison ne parvient plus à comprendre comment utiliser un tournevis. Le problème n'est donc pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais bien d'exécuter ce qui est ancien et parfaitement ancré. Cela touche également des choses beaucoup plus simples, comme s'habiller, faire sa toilette, ou même utiliser correctement des couverts. C'est la structure même des actions complexes ou en plusieurs étapes qui se désintègrent. La personne peut commencer à se brosser les dents, puis oublier ce qu'elle doit faire ensuite. C'est le symptôme clair que la maladie affecte nos compétences les plus profondes et les plus automatisées. Les variations d'humeur constituent un autre point essentiel. Avec l'âge, il est fréquent que notre personnalité évolue. Certains deviennent plus sentimentaux, tandis que d'autres peuvent se montrer un peu plus râleurs ou très attachés aux traditions. Une personne âgée est souvent très attachée à son rythme de vie. Toute perturbation dans cet ordre habituel peut facilement engendrer de l'irritation. Par exemple, si le déjeuner est servi avec 1 heure de retard, ou si l'émission de télévision préférée est annulée. Ces sautes d'humeur, heureusement, ont souvent une cause identifiable et logique. Elles découlent généralement de la fatigue, d'un malaise physique, d'un certain inconfort, ou plus simplement de cette inflexibilité mentale qui touche souvent les personnes d'un âge avancé. Cependant, ces états sont prévisibles et s'expliquent. Une fois que la situation est résolue ou après une période de repos, l'humeur redevient généralement normale. Ces moments passagers n'empêchent absolument pas de maintenir des liens chaleureux avec ses proches et de continuer à apprécier la vie. Quand la démence s'installe, les changements d'humeur et de personnalité prennent souvent une tournure imprévisible et déroutante. La personne atteinte peut devenir extrêmement méfiante, allant jusqu'à accuser ses proches de complot ou de vol. Elle développe souvent une anxiété et la peur, panique de l'abandon ou de rester seule. L'apathie est très fréquente, marquée par une perte totale d'intérêt pour ce qui faisait leur joie auparavant, leurs loisirs, les discussions avec les petits-enfants ou même les simples promenades. Des sautes d'humeur brusques, des explosions de colère inexpliquées ou, au contraire, des accès de pleurs peuvent aussi surgir. Une personne autrefois gaie et extravertie peut se renfermer, tandis qu'une personne calme et posée peut devenir subitement agressive. Ces bouleversements de la personnalité constituent souvent la mise à l'épreuve la plus douloureuse pour les aidants et les proches. Il est crucial de comprendre que ces réactions ne sont pas dues à un mauvais caractère ou à de la mauvaise volonté. C'est la maladie elle-même qui détruit les zones du cerveau responsables des émotions, de l'autocontrôle et du comportement social. En perdant ces fonctions, la personne perd en quelque sorte une partie d'elle-même. Mettons les choses au clair sur ce qu'est réellement la démence. Il est fondamental de comprendre que la démence n'est pas une maladie unique et spécifique. C'est un terme générique, une sorte de parapluie, si vous voulez, qui regroupe tout un ensemble de symptômes liés au déclin progressif des fonctions cognitives. C'est avant tout un syndrome. Prenez l'exemple de la toux, c'est un symptôme. Elle peut être causée par un simple rhume, une allergie ou des affections pulmonaires plus graves.
La démence fonctionne exactement selon ce même principe. Il s'agit d'un ensemble de manifestations spécifiques comme les pertes de mémoire, les troubles du langage, du raisonnement ou de l'orientation qui, encore une fois, peuvent avoir des origines diverses. La cause la plus connue et la plus fréquente reste bien sûr la maladie d'Alzheimer, qui est responsable d'environ 60 à 80% de l'ensemble des cas. Mais il existe d'autres formes, la démence vasculaire, la démence à corps de Lewy, la démence frontotemporale pour n'en citer que quelques-unes. Chacune de ces formes a ses propres caractéristiques d'évolution et ses premiers signes distincts. Voilà pourquoi il est essentiel de ne pas faire l'amalgame entre la démence et la maladie d'Alzheimer, même si, naturellement, elles restent étroitement liées. Mais commençons par démonter une idée reçue très tenace et franchement nuisible. Beaucoup trop de monde pense encore que la démence fait partie intégrante du vieillissement, que si l'on a la chance d'atteindre 80 ou 90 ans, l'affaiblissement mental est une fatalité. C'est absolument, et je dis bien absolument, faux. Certes, l'âge reste le facteur de risque numéro 1. Plus une personne avance en âge, plus la probabilité de développer une démence est élevée. Mais attention, c'est une probabilité et en aucun cas une condamnation. Des milliers de personnes vivent jusqu'à un grand âge, en conservant toute leur tête, un esprit clair et une excellente mémoire. Rappelons-le, la démence est une maladie, ce n'est pas un stade normal de l'existence. Et comme la plupart des pathologies, elle n'a pas seulement des facteurs de risque, mais aussi d'importants facteurs de protection. Parmi eux, l'activité physique régulière, une alimentation saine, la stimulation intellectuelle permanente, le maintien des liens sociaux, sans oublier le contrôle rigoureux de la tension artérielle, du diabète et du cholestérol. Notre cerveau dispose d'une capacité incroyable, la neuroplasticité. Grâce à elle, nous pouvons construire ce que l'on appelle une réserve cognitive qui va aider le cerveau à faire face et à résister à la maladie plus longtemps. Alors, s'il vous plaît, ne baissons surtout pas les bras. La démence n'est pas une fatalité. Quand on parle de la démence, on pense souvent à la mémoire et à la réflexion. Mais saviez-vous que ça peut aussi toucher notre capacité à nous orienter dans l'espace? Et c'est crucial de faire la différence avec les problèmes de vue qui arrivent naturellement avec l'âge. Évidemment, en vieillissant, beaucoup d'entre nous développent la presbytie, la cataracte ou parfois le glaucome. On a besoin de lunettes, on cherche une meilleure lumière pour lire. Ce sont des changements tout à fait normaux, liés à l'œil lui-même, l'organe. Mais dans le cas de la démence, le problème est ailleurs. Il est dans le cerveau, dans les zones qui sont censées interpréter ce que nos yeux voient. La personne peut fixer un objet sans réussir à le nommer ou à le reconnaître. Il devient difficile d'évaluer les distances. Pensez à la conduite automobile qui devient dangereuse ou même simplement se déplacer dans une pièce. On peut par exemple renverser son verre parce qu'on vise à côté de la table en le posant. Il est également possible d'avoir du mal à distinguer les couleurs ou les contrastes. Parfois, la lecture devient compliquée, car on a du mal à suivre la ligne. Attention, ce n'est pas que la personne voit mal physiquement, c'est que son cerveau n'arrive plus à décoder, à donner du sens à l'information que les yeux lui transmettent. Ce qui est parfois perçu comme un signal d'alarme, c'est le ralentissement ou l'éloignement de certaines activités sociales. Pourtant, il est tout à fait naturel avec l'âge d'aspirer à davantage de calme et de tranquillité. On se fatigue plus vite des grands rassemblements ou des groupes bruyants. On peut préférer une bonne soirée, lecture aux fêtes animées. Il s'agit simplement d'une évolution normale de nos priorités et de notre niveau d'énergie. On apprécie toujours autant les échanges avec les proches, la famille ou les amis fidèles, mais dans un cadre plus intime et plus serein. On a ses passions et ses centres d'intérêt auxquels on continue de dédier du temps. Renoncer à certaines sorties est souvent un choix délibéré en faveur de notre propre confort. Par exemple, on peut arrêter d'aller au théâtre parce qu'on supporte mal de rester assis trop longtemps, mais regarder le spectacle à la télévision avec le même plaisir. L'essentiel, c'est que l'intérêt pour la vie et l'envie d'échanger restent intacts. Seule la forme de ces échanges évolue. Chez une personne atteinte de démence, l'isolement social n'est pas de même nature.
Si la personne cesse ses loisirs et évite ses amis, ce n'est pas par fatigue, mais parce qu'elle peine désormais à suivre une conversation, à comprendre l'intrigue d'un film ou même les règles d'un jeu. Elle prend conscience de ses difficultés, se sent moins capable et commence à en avoir honte. Les échanges, autrefois source de plaisir, deviennent une véritable source de stress. La peur s'installe, celle de se tromper, de ne pas saisir une plaisanterie ou d'oublier le nom de la personne en face. La solution la plus simple est alors d'éviter toute situation sociale. Ce n'est pas un choix délibéré, mais une mesure de légitime défense, une protection forcée. L'apathie, typique de la maladie, joue aussi un rôle majeur. La personne perd tout simplement toute motivation et tout intérêt pour quoi que ce soit. Si vous constatez qu'un proche, qui était auparavant l'âme de la fête, commence soudain à s'isoler et à négliger ses activités favorites, c'est un signal d'alerte à ne pas ignorer. Attardons-nous sur un dernier point, très révélateur celui-là, les répétitions. Évidemment, nous nous répétons tous de temps en temps. Mais chez les personnes plus âgées, il y a souvent ce plaisir à raconter et raconter encore la même anecdote de jeunesse, surtout aux petits-enfants. C'est une manière de transmettre, de partager un vécu et de revivre ces bons moments. Souvent, ils sont conscients de l'avoir déjà raconté. Ils pourraient même commencer par une phrase du genre « Je crois que je vous l'ai déjà dit », mais c'est une habitude parfaitement inoffensive et même touchante. Dans ce contexte, la répétition sert avant tout à créer du lien, à ancrer les valeurs familiales. Un autre type de répétition concerne la question elle-même, surtout quand la personne n'a pas bien entendu la réponse ou qu'elle cherche à obtenir une clarification. Il n'y a rien de pathologique là-dedans. C'est une composante tout à fait normale de la communication, surtout lorsqu'on est confronté à une baisse d'audition liée à l'âge. Le point essentiel, c'est qu'une fois la réponse ou la réaction obtenue, le sujet est clos, du moins pour un certain temps. Faisons le point, si vous voulez bien. Il y a un message essentiel à retenir. Le vieillissement normal et la démence, ce n'est absolument pas la même chose. Bien sûr, le vieillissement normal peut entraîner un léger ralentissement des réactions ou des oublis épisodiques de détails, mais attention, cela n'entame ni votre autonomie ni votre personnalité. La démence, elle, est une véritable maladie. C'est un état progressif qui altère fondamentalement la capacité d'une personne à penser, à mémoriser et surtout à fonctionner dans sa vie quotidienne. La distinction essentielle réside dans la nature des troubles. Par exemple, il y a une grande différence entre oublier un nom ponctuellement et oublier le visage d'un proche, entre égarer un objet et retrouver, disons, le fer à repasser dans le réfrigérateur, ou encore entre commettre une petite erreur de calcul et perdre totalement la capacité de gérer ses finances. Comprendre cette différence est crucial. Cela permet de calmer les angoisses inutiles, mais surtout de repérer à temps les véritables signaux d'alarme. Nous insistons, ne vous diagnostiquez pas ou ne diagnostiquez pas vos proches sur Internet, mais restez vigilants. Un recours rapide et précoce à un professionnel de santé peut améliorer considérablement la qualité de vie, c'est fondamental. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo importante jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à nous laisser un « j'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Votre expérience nous est également très précieuse. Avez-vous déjà été confronté à ce genre de situation? Quelles questions sur la mémoire et le vieillissement vous préoccupent le plus? Écrivez-nous en commentaire, nous serons ravis d'en discuter avec vous.